Alors, bonsoir à tous. Donc, nous allons démarrer. Pour les habitués, vous commencez à être un certain nombre à connaître ce format, donc des confs à la maison, donc des webinaires qui vont durer à peu près une heure et quart maximum. On va aujourd'hui donc animer ce webinaire avec mon collègue Geoffrey de l'ALTE, donc Agence de la transition énergétique du Rhône. Moi, je suis toujours Sylvain de l'ALEC sur la partie modération. Je ferai l'introduction et puis je serai aussi là pour prendre vos questions. Donc, le sujet du jour, comment bien choisir son chauffage et maîtriser sa facture. C'est un sujet qu'on avait déjà traité l'an dernier. C'est un sujet qui, plus que jamais, est d'actualité avec l'augmentation continue du prix des énergies. Et donc, nos deux structures sont des structures à vocation de conseil. On a une mission de service public et on est financé donc par la région Auvergne-Rhône-Alpes, par la métropole de Lyon, le département du Rhône, les collectivités locales du Rhône et l'ADEME qui a mis en place donc le dispositif France Rénov'. On en reparlera tout à l'heure. Donc ce soir, on présentera le service rapidement. On refera un petit topo, comme on fait à chaque fois, sur les intérêts de la réno globale par rapport à la réno pièce par pièce ou bout par bout. On parlera de l'augmentation du prix de l'énergie, je pense que vous l'avez vu passer. On parlera des systèmes de production de chauffage. On prendra un premier temps de questions-réponses. On enchaînera sur les systèmes de production d'eau chaude sanitaire. On vous parlera d'un outil qui s'appelle Thermix, d'outil de simulation, et on prendra une deuxième session de questions-réponses. Et puis, on vous donnera quelques dates dans notre agenda des prochains événements auxquels vous pourrez vous joindre. Donc, dans les consignes, hein, je vais les rappeler, mais comme à chaque fois, les micros et les caméras des participants sont coupés pour une meilleure écoute. Les questions sont à poser sur le chat. Donc, vous avez un onglet qui s'appelle « Discussion » en bas de votre écran. C'est là-dessus que vous pourrez poser vos questions. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure quand elles vous viennent. On y répondra, par contre, quand on aura les deux temps prévus pour. On enregistre la session, ce qui fait qu'elle sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de nos deux structures. On pourra vous envoyer les liens. Et de toute façon, tous les gens inscrits, normalement, recevront le lien. Pour ce qui est de notre service, donc Geoffrey est conseiller énergie. Moi, je suis en charge de l'événementiel au sein de l'Agence locale de l'énergie. Et l'ADEME a renommé le service des espaces info énergie, qui s'appelait ensuite le réseau FER, en un réseau France Rénov', qui est le réseau public pour informer les particuliers, notamment, sur la rénovation énergétique performante. Donc, l'ADEME avait mis ça en place en 2001. À l'époque, on s'appelait les espaces info énergie. On est passé par le réseau FER. On est aujourd'hui le réseau France Rénov', donc plus de 250 structures réparties partout sur le territoire national, y compris dans les territoires d'outre-mer. C'est le seul réseau qui fait du conseil gratuit, indépendant et neutre. Et donc, dans le cadre de nos animations, on a aussi bien des visites de sites que des stands sur des foires, des salons, des journées développement durable, des conférences, des ciné-débats, des ateliers. Et pendant le Covid, on a mis en place ce format de webinaire pour pouvoir vous aider à monter en compétences et à aller vers des projets de rénovation les plus performants possibles. Le service sur le Rhône, c'est relativement simple. Vous avez deux structures. Il y a l'ALEC Lyon, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat, qui s'occupe du territoire du Grand Lyon, que vous avez en gris dans la partie sud-est. Donc, c'est 59 communes, 1 400 000 habitants. Et les collègues de la LTE gèrent le reste des collectivités locales du Rhône. Donc, selon l'endroit où vous habitez, ça sera plutôt l'une ou plutôt l'autre structure qui sera concernée. Une diapo qu'on rajoute, qu'on met à chaque fois, c'est juste pour vous rappeler systématiquement l'intérêt d'une rénovation globale et performante. Ça veut dire qu'en fait, on peut faire des choses petit à petit, et notamment c'est le cas quand on n'a pas de gros moyens. On peut éventuellement remplacer les menuiseries, puis quelques années après changer la chaudière, puis quelques années après isoler, quelques années après éventuellement intégrer une ventilation plus performante.
Le problème, c'est qu'en faisant ça en coup par coup, on aura du mal à atteindre une performance énergétique optimale. Alors que si, en amont de votre projet, vous nous contactez, vous prenez éventuellement rendez-vous avec un conseiller, on peut passer tout en revue sur votre projet. On peut vous accueillir en rendez-vous dans nos locaux. Vous pouvez venir avec vos factures d'énergie, des photos, des plans de votre logement. Et là, du coup, on vous fera un conseil sur mesure et on vous indiquera bien évidemment d'abord un travail sur l'enveloppe, hein, sur tout ce qui va concerner l'isolation. Et donc, il y a des webinaires que vous pouvez regarder en replay à ce sujet, parce que là, ça évolue, on va dire, beaucoup moins vite que les aides. Vous avez évidemment ensuite la question du chauffage et de l'eau chaude sanitaire qu'on va aborder aujourd'hui, mais on aborde et on abordera plein de sujets comme le confort d'été, comme les matériaux biosourcés, les énergies renouvelables. Et donc, vous pouvez retrouver tout ça sur notre chaîne YouTube. Je vais maintenant laisser la parole à Geoffrey pour la présentation à proprement parler. On va rentrer directement dans la partie énergie et dans la partie chauffage. Et puis, on se retrouve un peu plus tard pour la partie questions-réponses. Bonjour à tous. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec l'augmentation du prix de l'énergie. Donc, c'est un peu le thème en ce moment, donc d'où l'objet de ce webinaire. Je vous présente en première partie un graphe sur l'augmentation du prix de l'énergie. Donc, c'est des données qui ont été prises à partir de 2020 jusqu'à 2021. Donc, c'est les dernières données en vigueur. Ce qu'on peut observer sur ce graphe, et ce qui est assez intéressant, c'est la fluctuation du prix de l'énergie sur les énergies fossiles, donc les énergies importées principalement. Donc, on va avoir le propane, le fioul et le gaz. On a entendu dernièrement la forte augmentation du gaz, d'où aussi l'objectif de ce webinaire de finalement vous proposer des solutions aussi alternatives et pourquoi pas changer d'énergie, changer de mode de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, dû aussi à cette forte augmentation du prix de l'énergie. Ce qu'on peut observer, c'est que finalement, sur cette filière, donc la filière bois ici, donc soit du bois granulé, du bois bûche ou du bois déchiqueté, on a une augmentation qui, certes, est à peu près de 3% par an, mais qui est quand même plus faible que tout ce qui va être énergie fossile, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, propane, fioul, gaz. On va avoir tendance à trouver que cette augmentation est relativement importante. Alors, il faut savoir que du coup, la courbe est aussi un peu écrasée, mais globalement, que ce soit du coup pour l'électricité ou pour du coup tout ce qui est de la filière bois, on pourra estimer un peu l'augmentation du prix de l'énergie. Ça va être beaucoup plus compliqué avec les énergies fossiles, où là, on est aussi soumis, et on connaît le contexte actuel, hein, on est aussi soumis aux problèmes entre guillemets géopolitiques qui font que d'une année à une autre, on peut avoir des fluctuations qui sont assez importantes et prédire du coup le prix de cette énergie-ci, donc que ce soit le propane, le fioul ou le gaz, sur 10, 15, 20 ans, serait assez compliqué. Alors, pour commencer, quand on parle du coup du système de chauffage, ce n'est pas forcément la première étape dans la rénovation énergétique d'une maison. Donc, avant de parler du coup du système de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire, on va se poser d'autres questions. Tout d'abord, travailler sur l'enveloppe totale de la maison, donc avec du coup l'étanchéité à l'air et l'isolation. Ensuite, on va adapter des systèmes de ventilation qui seront adaptés aux nouveaux besoins de la maison. Et pour finir, on parlera des systèmes de chauffage et de production de chaude sanitaire. Ça, c'est vraiment la dernière partie une fois qu'on a effectué notre rénovation. Ça vient aussi un peu en complément de ce que Sylvain vous a présenté juste avant avec la rénovation globale et performante. C'est un package de 3 postes de travaux, donc trois sous-parties qui feront que vous aurez une maison qui sera globalement bien rénovée. En première partie, on va travailler sur l'isolation de la maison. Donc, la première partie, ça va être du coup de travailler sur l'enveloppe totale de la maison en traitant toutes les différentes parois qui donnent vers l'extérieur. Donc, que ce soit les combles, on a des déperditions qui peuvent être assez importantes, donc soit comble perdu ou sous-rampant. On est à peu près à 25-30% pour cette partie-ci. Que ce soit du coup les murs par l'extérieur qui donnent sur l'extérieur, que ce soit du coup isolation par l'intérieur ou isolation par l'extérieur, sans oublier le plancher bas, les fenêtres, où on peut avoir des taux qui peuvent varier en fonction du nombre de fenêtres, en fonction de la typologie de la maison aussi, et en travaillant aussi sur les ponts thermiques qui peuvent être réduits typiquement avec une isolation thermique par extérieur.
Sans oublier, bien sûr, l'étanchéité à l'air qui doit être effectuée aussi à cette étape-ci. Une fois qu'on a baissé du coup les apports de la maison, on peut adapter un nouveau système de ventilation, que ce soit ventilation simple flux ou ventilation double flux. Donc, la double flux permet en effet de récupérer des calories sur l'air extrait par vos bouches d'extraction de vos pièces humides, cuisine, salle de bain, WC, et permet du coup d'avoir une qualité de l'air qui peut être assez importante dans votre maison. Une fois qu'on a travaillé sur l'enveloppe de la maison, adapté un système de ventilation, on a du coup une maison avec des apports en énergie qui ont relativement baissé. Et à ce moment-là, on pourra dimensionner le système de chauffage aux nouvelles déperditions de votre maison. Typiquement, avant, vous fonctionnez peut-être en haute température parce que vous aviez des besoins en énergie qui étaient relativement élevés. Après une rénovation, on peut revoir son système de chauffage et pourquoi pas faire de la basse température parce qu'on a des besoins énergétiques qui ont été réduits du fait des travaux précédents. On pourra aussi peut-être envisager de, pourquoi pas, chauffer uniquement avec un système de poêle, alors qu'auparavant, vous deviez avoir un système de chauffage central avec plusieurs sources de chaleur. Donc, une fois qu'on a fait du coup tous ces systèmes-ci, on va pouvoir du coup évoquer directement les différents systèmes, sans oublier que finalement, là, vous avez baissé vos déperditions. Donc, c'est très bien. Il va pas falloir non plus oublier le confort. Le confort, du coup, donc les déperditions vont être baissées, vous ferez des économies sur votre facture. En revanche, du coup, le confort, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Donc, on appelle ça du coup le confort thermique. Et on va se baser sur 3 parties pour le confort thermique. La première partie, ça va être les parois froides. En fait, je vous ai parlé tout à l'heure de l'isolation des murs avec l'étanchéité à l'air. C'est un phénomène, du coup, qui peut être si on a des murs qui sont peu isolés, voire pas isolés, donc ça va être plutôt le schéma de gauche, on va avoir un phénomène de paroi froide qui peut être du coup comblé par un système d'isolation. Le problème qu'on peut avoir avec une maison qui va être faiblement isolée, voire pas du tout isolée, c'est que finalement, on va avoir une température de consigne qui va être de 20 degrés. Vous allez avoir votre température ambiante qui sera de 20 degrés. Seulement, avec une faible isolation, vous allez avoir des parois qui, elles, seront à une température beaucoup plus faible et la chaleur de votre corps sera, entre guillemets, aspirée du coup, vers cette paroi froide et du coup, on aura un ressenti qui sera beaucoup plus faible que la température ambiante. Et donc, à ce moment-là, on sentira un phénomène d'inconfort dans votre maison et on aura tendance à augmenter du coup la température, alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Si on a une bonne isolation des murs qui donnent sur l'extérieur, on va avoir une température des parois qui sera quasiment équivalente à la température ambiante et donc un ressenti qui sera bien plus agréable. Deuxième pathologie qu'on peut avoir si on n'effectue pas une bonne rénovation ou si on a pour le coup là des défauts d'étanchéité à l'air, ça va être le phénomène d'infiltration d'air. Donc ça peut être traité en amont en faisant du coup une étanchéité à l'air, que ce soit au niveau des fenêtres ou au niveau des murs. À savoir qu'à partir de 0 mètre seconde, on a une sensation de courant d'air qui peut être assez désagréable. Et fatalement, si on a des courants d'air, c'est de l'air qui vient de l'extérieur et donc qui est à température extérieure. Donc, il vous faudra d'autant plus d'énergie pour ramener cet air à la température ambiante. Et donc vous aurez forcément plus de déperdition si vous avez des défauts d'étanchéité à l'air. À savoir que si on appose aussi des pompes à chaleur air-air, on a du coup un phénomène de soufflage d'air qui souvent peut être supérieur à 0,2 mètres secondes. Donc, ça peut créer aussi entre guillemets, un inconfort. Et troisième pathologie, ça va être du coup l'humidité relative. Je vous parlais tout à l'heure de la ventilation. C'est aussi le but de la ventilation, c'est de pouvoir du coup gérer l'humidité à l'intérieur de vos pièces. Si vous avez un air trop humide, comme là, déjà, vous risquez d'avoir des pathologies au niveau de vos murs, donc des moisissures. Ensuite, vous aurez aussi un air qui sera plus gorgé en humidité et donc qui sera plus difficile à monter en température et vous allez avoir besoin de puissance supplémentaire pour amener cet air à la température demandée. Aujourd'hui, on est dans les standards, on est à peu près entre 30 et 60% d'humidité pour avoir un air sain à l'intérieur de chez vous. À prendre en compte aussi, c'est qu'un air trop humide, ce n'est pas forcément bon, que ce soit pour vos murs ou pour votre santé, pour les virus, etc. Un air trop sec n'est pas forcément bon non plus.
Donc, il faut avoir un peu cette variante-là entre 35 et 60% qui peut être du coup gérée par la ventilation. Une fois que du coup qu'on a parlé de ces trois différentes pathologies, on va rentrer vraiment dans le cœur même de ce webinaire et parler du coup des systèmes de chauffage. Alors, un système de chauffage part toujours d'un besoin. Donc, le besoin de chauffage, lui, il va être déterminé par rapport aux étapes précédentes. Donc, l'isolation, le système de ventilation, et ensuite, on arrive à des besoins de chauffage qui, normalement, ont été un peu réduits du fait des travaux précédents. Et on va pouvoir adapter ce besoin de chauffage par rapport à votre maison. On part toujours du principe qu'on a la production de chaleur, donc que ce soit du coup chaudière ou ça peut être un poêle ou des radiateurs électriques, production de chaleur. Ensuite, on a l'émission de chaleur. Donc, l'émission de chaleur, ça va être tout ce qui va être émetteur. Donc, ça peut être plancher chauffant, radiateur, etc. Entre les deux, on va avoir tout ce qui va être la distribution. Donc, ça va être toute la tuyauterie dans votre maison. Et pour du coup gérer toute cette installation, on va avoir la régulation qui peut être avec un thermostat d'ambiance, qui peut être une sonde de température extérieure, une sonde de température intérieure. Tout dépend de l'installation que vous allez avoir. On va tout de suite parler de l'émission de chaleur parce qu'une fois qu'on a baissé vos besoins de chauffage, finalement, on va adapter déjà les émetteurs. Pourquoi? Parce que, si je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir faire de la basse température si on a des besoins de chauffage qui sont relativement réduits. Donc, si auparavant, vous étiez sur des radiateurs en fonte comme ceci, où on était sur de la haute température avec une grosse inertie, plus tard, on va pouvoir du coup baisser l'apport de chaleur et faire de la basse température. On peut très bien faire de la basse température avec ce genre de système, mais encore faut-il avoir effectué une bonne isolation auparavant. Donc là, on a tout ce qui va être radiateur en fonte, donc c'est un peu encombrant, on a une inertie qui est extrêmement grande et du coup, un besoin qui est assez important pour les montées en température. Ici, on va avoir tout ce qui va être radiateur en aluminium, acier, où là, on a une montée en température qui est assez rapide, donc idéal pour chauffer des petites pièces rapidement, mais avec une faible inertie. Ici, on va avoir tout ce qui va être plancher chauffant, donc pour faire de la basse température, à peu près à 35 degrés. À peu près à 35 degrés, ce sera idéal pour les pompes à chaleur dont je vais vous parler tout à l'heure. Et ici, on va être tout ce qui va être sur de la pompe à chaleur RR. Donc ça, c'est un système split où en fait, vous allez avoir une unité extérieure, mais j'y reviendrai après, une unité extérieure et du coup un split intérieur. Donc je vous parlais tout à l'heure des 0,2 mètres secondes qui peut être un peu désagréable en termes de confort. Et ici, on va avoir tout ce qui va être gainable. La différence entre les deux, c'est qu'un split, finalement, ici, ça s'installe assez rapidement et assez simplement. Le système gainable, lui, a du coup des gains qui vont être dans la totalité de votre maison pour pouvoir souffler directement dans vos pièces. Donc, dans la mise en œuvre, ça, c'est bien plus efficace que ce genre de système, mais dans la mise en œuvre, lors d'une rénovation, c'est parfois un peu compliqué d'effectuer le cheminement de ce genre d'émetteur. Pour entrer vraiment dans le sujet du chauffage, donc le chauffage, du coup, au niveau de l'installation, va être en deux parties, entre guillemets. On va avoir tout ce qui va être chauffage central, donc alimenté par une chaudière ou une pompe à chaleur avec un système, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, d'émission avec des radiateurs, de régulation, etc. Et le chauffage décentralisé, que ce soit du coup radiateur électrique ou poêle, etc. Je ne vais pas vous parler du coup de la chaudière fuel parce que ce n'est plus vraiment d'actualité, d'autant plus qu'elles vont être interdites en mai 2022. Je ferai une petite partie sur le gaz et je rentrerai un peu plus dans le détail des autres énergies. Premièrement, du coup, on a la chaudière à gaz condensation. Donc, à savoir que ce système, du coup, a des rendements qui sont quand même assez efficaces. Le principe, vous avez du coup le brûleur avec votre gaz, vous chauffez votre eau. Donc là, on a la partie émetteur, donc je vous parlais tout à l'heure avec du coup les radiateurs ou plancher chauffant ou que sais-je. Le système du coup de retour, le but étant de chauffer du coup l'eau de votre chauffage. Vous pourrez aussi faire de la production de chaux sanitaires avec ce genre de système, on en reviendra tout de suite après. Le principe de la gaz condensation, c'est finalement de condenser les fumées. En fait, si vous voulez, plus vous allez avoir des températures de retour qui vont être faibles, meilleure sera la condensation. Le but étant toujours de condenser un maximum pour que vous ayez un maximum d'énergie récupérée sur les fumées. Si vous voulez, vous allez du coup chauffer votre eau.
vous allez du coup créer des fumées. Le principe de la gaz standard, c'est que les fumées sont directement jetées à l'extérieur. Sauf que finalement, c'est de l'énergie qui est perdue. Le principe de la gaz condensation, c'est de récupérer l'énergie située dans les fumées. Et plus vous allez faire de la basse température, plus vous allez pouvoir condenser les fumées et passer de l'état de vapeur à l'état liquide. Et dans ce cas-là, récupérer l'énergie de ces fumées. C'est pour ça qu'ici, on a un rendement de 97%. Et vous me direz comment c'est possible d'arriver à un rendement de plus de 100%. C'est simplement parce qu'en fait, on prend en compte l'énergie récupérée dans les fumées, alors que normalement, elle est extraite directement à l'extérieur et qu'on ne la prend pas forcément en compte. Ensuite, on va passer à tout ce qui va être du coup chaudière bois. Donc, on va avoir la bois bûche, la bois granulée, la bois déchiquetée. Il y a des avantages et inconvénients pour chaque système. La bois bûche, l'avantage, c'est que vous êtes sur une énergie qui est peu chère, donc la bûche. On a une installation qui est moins importante que la bois granulée, avec du coup un investissement qui est un peu inférieur à la chaudière granulée du fait que vous n'avez pas besoin de silos de stockage. En revanche, vous avez un stockage qui peut être extérieur ou même intérieur de votre bois. Vous avez les rendements qui vont fluctuer en fonction de l'essence de votre bois et de son taux d'hygrométrie. Et finalement, la régulation que vous allez faire est votre main qui mettra finalement la bûche à l'intérieur de cette chaudière. Donc, au niveau régulation, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être chaudière granulée, où là, on va avoir un besoin de chaudière et un silo de stockage à côté qui peut être maçonné ou un silo textile, où on va être alimenté avec une vis sans fin ou par soufflage. L'avantage de ce genre de système, c'est que vous avez une autonomie annuelle, donc vous avez une livraison par an. Vous avez un rendement qui est mieux que la chaudière bûche parce que le granulé est sensiblement le même, donc l'hygrométrie est respectée et on a une combustion qui est plus complète que la chaudière bûche. On a peu de cendres et peu d'émissions sur ce genre de système. Et on a un investissement qui, comme je vous l'ai dit, est un peu supérieur à la bûche. Et ensuite, on va avoir la chaudière bois déchiquetée qui, avant, était vraiment destinée aux grosses installations avec des puissances assez importantes. Donc, on peut imaginer, par exemple, un petit château qui serait alimenté par ce genre de système ou une grande salle des fêtes pour une communauté, etc. Aujourd'hui, on arrive à faire des chaudières bois déchiquetées avec des puissances un peu inférieures qui pourraient être adaptées à une maison, mais qui est quand même relativement grande. Pourquoi? Parce que le bois déchiqueté prend beaucoup plus de place en termes de stockage que la chaudière granulée. Et donc, c'est pour ça que souvent, c'est peu adapté pour le particulier, mais plus pour les gros bâtiments. Une fois qu'on a parlé du coup des chaudières bois, on va passer sur tout ce qui va être un peu plus, entre guillemets, électrique, donc la grosse partie des pompes à chaleur. Le principe même de la pompe à chaleur, c'est que vous récupérez des calories sur l'air extérieur, donc soit le sol, l'eau, l'air. On va ensuite compresser, donc à l'intérieur, vous avez un fluide frigorigène qui va être compressé. En le compressant, il va monter en température et on va pouvoir restituer cette chaleur directement dans le logement. On aura l'effet inverse pour la pompe à chaleur RR si on veut rafraîchir. En parlant du coup de sources froides, ici on est sur les sources froides, donc on va tout de suite les évoquer. Les sources froides, donc premièrement, on peut avoir la fameuse pompe à chaleur RR, donc je vous en parlais tout à l'heure avec le système gainable ou en split. Donc pompe à chaleur RR avec du coup une unité extérieure, une unité intérieure. L'avantage de ce genre de système, c'est que niveau installation, c'est quand même relativement simple à faire. Vous n'avez pas de chauffage central avec ce genre de système. Le désavantage, c'est que vous avez un rendement qui fluctue en fonction de la température extérieure. Comme je vous l'ai dit, on récupère des calories sur l'air extérieur. Plus votre air sera froid à l'extérieur, moins vous récupérez de calories. Et dans ce cas-là, vous allez avoir une résistance électrique qui va prendre le relais pour chauffer votre maison. Donc finalement, si vous avez des déperditions qui sont relativement faibles, cette résistance électrique se mettra tout le temps en route. Et dans ce cas-là, vous aurez des consommations électriques qui resteront raisonnables. Si vous avez peu d'isolation, forcément, vous allez avoir tendance à plus tirer sur cette résistance électrique et donc à augmenter vos consommations électriques. D'autant plus que vous pouvez faire du rafraîchissement avec ce genre de système. Donc, vous allez augmenter vos consommations en été. On préférera déjà partir sur une isolation qui soit efficace en été et ensuite, si vraiment il y a de l'inconfort, penser au système de rafraîchissement. L'autre, pour adapter à un système de chauffage central, comme on peut le voir ici avec un plancher chauffant ou ici avec un radiateur, c'est la pompe à chaleur RO. Le principe est le même que la RR. On va prendre des calories sur l'air extérieur pour les transmettre
l'air extérieur pour les transmettre à votre système de chauffage. Encore une fois, on a des rendements qui fluctuent dans le temps en fonction de la température extérieure. C'est le même principe que la RR. Troisième et quatrième possibilité, ça va être tout ce qui va être pompe à chaleur en géothermie. Donc là, on a deux possibilités, enfin finalement même trois, ce n'est pas représenté sur le schéma-ci. On va avoir la première possibilité, des pompes à chaleur en géothermie à capteurs horizontaux. Le principe est assez simple, c'est comme si vous aviez un système de plancher chauffant en fait, dans votre jardin, où on va enterrer des tuyaux à peu près à 50 cm en dessous du sol pour récupérer les chaleurs, des calories situées dans le sol. À savoir que si vous avez une maison, par exemple, de 100 mètres carrés, il faudra 200 mètres carrés de capteurs horizontaux dans votre jardin pour récupérer assez de calories pour chauffer votre maison. Ou bien on a le deuxième système, alors à savoir que celui-ci est un peu moins onéreux, mais moins efficace que celui-ci. Celui-ci a capteurs du coup verticaux, on va faire des sondages, enfin des forages dans le sol pour du coup récupérer des calories. À savoir qu'entre 10 et 15 mètres en dessous du sol, on a une température qui est constante toute l'année, qui est environ de 10 degrés. Donc, on va réussir à capter des calories dans le sol tout au long de l'année. Et la profondeur du forage va dépendre des besoins, des apports énergétiques de votre maison. Plus vous allez avoir beaucoup de besoins, plus vous aurez du coup un forage qui sera profond ou plusieurs petits forages pour récupérer les calories désirées. Maintenant, on passe au système entre guillemets, enfin pas entre guillemets, d'énergie renouvelable avec le chauffage solaire. Donc, le chauffage solaire, c'est assez simple finalement. Vous avez des capteurs solaires qui se situent sur votre toit où à l'intérieur, vous avez un fluide frigorigène qui passe. Donc, ce fluide frigorigène est chauffé directement par l'énergie du soleil. Ensuite, ça va arriver dans un ballon qu'on appelle un ballon tampon. Vous pouvez très bien avoir un départ directement pour la production d'eau chaude sanitaire et un second départ pour tout ce qui va être réseau de chauffage. Vous n'avez pas une autonomie complète avec ce genre de système, donc il faudra forcément un appoint. Donc, chaudière d'appoint, ça peut très bien être aujourd'hui votre chaudière gaz que vous avez, ça peut être accordé à votre chaudière granulée ou même à votre chaudière fuel que vous avez encore. Finalement, ça peut être adapté à plein de systèmes. Donc ça, c'est le principe du coup à hydroaccumulation. Et ici, on est sur du solaire direct qui permet en fait des déperditions qui sont bien moindres parce qu'on ne passe pas directement via le ballon tampon. On peut passer directement en direct pour le coup et faire de la basse température. Donc comme ici, on peut voir avec un plancher chauffant. Donc, c'est des systèmes qui sont assez bien parce que finalement, le soleil, il sera toujours là. Donc, niveau économie d'énergie, ça peut être totalement rentable dans votre maison. Après, à voir selon vos consommations, selon la configuration de votre maison. Mais c'est un système qui n'est pas écarté et qui peut être assez intéressant. Ensuite, on a parlé un peu de tout ce qui va être système de chauffage central. Maintenant, on va faire un petit aparté sur le chauffage indépendant. Donc là, ça va être le chauffage au bois indépendant où finalement, si vous avez une maison qui est bien isolée, vous allez avoir des dépenses énergétiques qui seront relativement faibles. Et donc, pourquoi pas réfléchir à se dire que peut-être que finalement, un poêle à bûche ou un poêle à granulés, ça suffit pour chauffer mon logement. Donc là, vous avez trois exemples et Sylvain va vous en présenter un à la suite. On va avoir du coup le poêle à bûche, le poêle à granulés et le poêle de masse. Il y a des avantages et inconvénients comme dans chaque système. Le poêle à bûche va être moins onéreux que le poêle à granulés, seulement vous n'aurez pas de régulation avec ce genre de système. La seule régulation, c'est comme pour la chaudière à bûche, ce sera votre main qui mettra finalement la bûche dedans. Alors, ça a un certain aspect aussi esthétique qui peut être agréable sur ce genre de système, mais on a des rendements qui sont un peu en deçà du poêle à granulés. Encore une fois, pareil, ça dépend de la combustion, ça dépend de l'essence du bois que vous mettez à l'intérieur. C'est pour ça que du coup, on a des rendements qui sont un peu plus faibles. Et finalement, quand vous mettez votre bûche à 22, 23 heures, le temps qu'elle brûle, vous allez avoir une certaine inertie. Alors que finalement, ce n'est pas forcément le cas sur le poêle à granulés, où là, on a une alimentation qui est automatique. Des rendements qui sont mieux étant donné qu'on a une hygrométrie qui est tout le temps constante sur les granulés. On a une autonomie qui va dépendre de la puissance du poêle, de son utilisation et ça, entre guillemets, sa grosseur.
On va avoir un investissement qui est un peu plus important, mais finalement, on fera plus d'économie d'énergie avec ce genre de système parce qu'on pourra faire de la régulation. On pourra avoir des températures de consigne, par exemple, je veux 20 degrés avec un thermostat d'ambiance et finalement, au-delà des 20 degrés, votre poêle va se couper et vous pourrez profiter pleinement de la température intérieure. Et ensuite, on va avoir du coup le poêle de masse qui, en termes d'argent, est un peu plus cher que les autres systèmes, mais qui a une inertie qui est plus importante et donc un confort qui l'est aussi. On a des autonomies qui sont un peu plus faibles, mais un rendement qui est, encore une fois, assez intéressant. Ensuite, peut-être Sylvain pour le poêle bouilleur. Alors, plus exactement, le poêle mixte, Mixte, oui. puisqu'effectivement, on n'a pas pu le faire paraître sur cette diapo, il n'y avait pas assez de place, mais un système qui est aussi intéressant, c'est un mixte bûche granulé. Moi, c'est le choix que j'ai fait il y a 3 hivers, donc ça va faire le 3e hiver que je passe avec un système comme ça. Visuellement, ça ressemble à peu près au poêle à granulés qui est au milieu, si ce n'est qu'il a on va dire qu'il a la double possibilité, pouvoir utiliser du granulé pour pouvoir monter vite en température et avoir l'aspect programmable, avec une application qui fonctionne en Wi-Fi sur téléphone et la possibilité de le démarrer à distance. Là, on peut monter assez haut en rendement en granulé, et la possibilité aussi de brûler de la bûche, notamment quand on est là le week-end, le soir, et qu'on a atteint une température suffisante, et du coup avoir un kilowattheure moins cher, et notamment pouvoir aussi, quand on a la possibilité de récupérer du bois, pouvoir aussi se chauffer pour moins cher. Donc voilà, la plupart des fabricants en ont un dans leur gamme aujourd'hui, et c'est un intermédiaire. Et ça peut être, voilà, c'est un peu plus cher qu'un poêle que bûche ou que granulé, mais ça peut avoir aussi un intérêt, notamment quand on n'est pas sur des grosses maisons, qu'on n'a pas de grosses possibilités de stockage, ça peut être pas mal. Et pour finir du coup sur le chauffage indépendant en bois, on va aussi trouver quelque chose qui va être mixte entre le système de chauffage central et le système de poêle à bois ou poêle à granulés. Ça va être le poêle bouilleur. Le principe, donc c'est pas représenté sur cette fiche-ci, mais le principe, c'est que vous allez avoir un poêle qui aura un système de distribution hydraulique. Donc, en fait, vous allez avoir un poêle, que ce soit un poêle à granulés ou poêle à bois, qui va pouvoir déjà chauffer la pièce dans laquelle il est installé et ensuite distribuer du coup aussi cette chaleur à du réseau de chauffage. Donc, si vous avez quelques radiateurs et vous avez besoin du coup d'alimenter ces radiateurs, vous pouvez investir dans un poêle bouilleur où vous allez chauffer votre pièce à vivre avec votre poêle et un réseau de radiateurs avec du coup le réseau hydraulique qui sera directement connecté à votre poêle à bûche ou poêle à granulés. Ça peut être aussi une possibilité. Si vous avez des déperditions de votre maison qui sont relativement faibles, vous pouvez installer du coup un poêle à granulés ou poêle à bois. Cependant, vous allez avoir des pièces qui vont être relativement éloignées, peut-être plus les pièces de nuit qui vont être en fait un peu éloignées de cette source de chaleur. Et dans ce cas-là, on pourra tout à fait penser à installer du coup du chauffage électrique. Alors, toujours le but, c'est de faire des économies d'énergie. Aujourd'hui, l'électricité est plus chère que le bois. Donc, il faudra toujours plus maximiser l'utilisation du poêle à bois, du poêle à bûche, du poêle à granulés et essayer de réduire au plus possible vos consommations électriques. Cependant, on peut toujours avoir des appoints dans les pièces qui sont les plus éloignées. Donc là, je vous présente trois systèmes rapidement. On va avoir du coup le panneau rayonnant qui, en fait, justement, son nom indique une chaleur rayonnante qui est plus douce et continue, avec du coup une résistance qui va chauffer une plaque donc, qui se situe juste devant. C'est bien mieux que ce qu'on avait auparavant, les convecteurs, autrement appelés les grille-pains, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Là, on a un deuxième système à inertie. Donc là, typiquement, c'est un radiateur où vous avez un fluide caloporteur à l'intérieur, chauffé par une résistance électrique. Donc, vous avez une inertie qui est beaucoup plus grande que ce genre de système. Et enfin, pour finir, on a du coup le nouveau radiateur, donc l'inertie sèche, où là, on va chauffer une plaque qui va se situer devant. Donc, c'est une résistance électrique qui est fondue en fait fondue, noyée dans un matériau accumulateur du coup de chaleur. Et on va avoir comment dire,
un confort qui sera un peu plus important que ce genre de système, avec une chaleur qui sera un peu plus douce. Maintenant, on va passer du coup à la première phase de questions, si jamais vous en avez. Donc là, on a terminé du coup pour tout ce qui était système de chauffage. Et après, on passera à la production d'eau chaude sanitaire. Eh bien, mon cher Geoffrey, ici au standard, beaucoup de questions sur les pompes à chaleur. Ah, On va commencer par là. ok. Donc, à partir de quelle température la résistance s'active sur une PAC RR? Très bonne question. Alors, en fait, ça va aussi dépendre, ça va dépendre pour le coup, pas forcément de la température extérieure, mais ça va dépendre des besoins de votre maison. Finalement, vous pouvez avoir une température qui soit extrêmement, je ne pourrais pas vous dire un chiffre comme ça, en fait, ça va être dégressif. Le COP d'une pompe à chaleur est calculé par rapport à une température extérieure donnée, donc qui est de 7 degrés à l'extérieur. Mais finalement, plus vous allez avoir une bonne isolation dans votre maison, plus vous pourrez avoir une température extérieure qui sera faible. Mais finalement, si vous avez un besoin en apport énergétique qui est relativement faible dans votre maison, le peu de calories que vous allez récupérer sur l'air extérieur, vous allez pouvoir suffisamment chauffer votre maison. Donc, en fait, cette donnée-là ne peut pas être donnée pour une maison en particulier. Il faudrait faire du coup des études thermiques pour donner ce genre de chiffres. Mais tout dépend en fait des besoins énergétiques de votre maison. Fatalement, plus vous allez avoir de besoins énergétiques dans votre maison, plus la résistance électrique va s'enclencher une fois que la température sera faible à l'extérieur. Mais en dessous de 0 degré, on arrive toujours à récupérer des calories sur l'air extérieur. Seulement, si vous n'avez pas beaucoup d'isolation, on ne va pas réussir à en récupérer assez pour chauffer votre maison. Voilà, donc je pense que ça fait le lien avec la question suivante. Est-ce qu'un split arrive à chauffer quand la température extérieure est basse? Je pense que tu y as Alors, répondu. oui et non. Tout va dépendre de l'isolation de votre maison. Après, dans tous les cas, ce n'est pas forcément les meilleurs des systèmes pour chauffer votre maison. Parce qu'on a des rendements qui sont moins bien avec les pompes à chaleur RR qu'avec les pompes à chaleur RO. Si vous n'avez pas de système de chauffage central, je vous encourage plus à voir la possibilité d'installer un chauffage au bois qui, du coup, est à une énergie qui est bien moins chère que l'électricité. Alors, en lien justement, est-ce qu'il est possible de faire du froid avec une PAC RO, c'est-à-dire l'utiliser en mode réversible? Alors, pas forcément avec une PAC RO. Ce que vous pouvez faire, en fait, du rafraîchissement, ça va plus être, du coup, avec les packs en géothermie. PAC en géothermie, là, vous pourrez, avec un plancher chauffant et rafraîchissement, mais disons que ça va pas être de la climatisation, en tout cas, ça va être du rafraîchissement. Si aujourd'hui, vous souhaitez vraiment un système pour rafraîchir drastiquement votre intérieur, il n'y aura pas d'autre solution que la pompe à chaleur RR. Et par contre, quelqu'un qui serait raccordé déjà à un plancher chauffant, quelque part, pourrait faire du rafraîchissement avec une PAC RO. C'est plus sur du radiateur où ça sera plus compliqué, c'est ça? C'est ça. Ok. Allez, question suivante. Est-ce qu'on peut remplacer une chaudière gaz directement par une PAC RO en cumulant deux types d'émetteurs, plancher chauffant et radiateur acier? J'imagine peut-être plancher chauffant pour le rez-de-chaussée et puis éventuellement Ouais, radiateur à l'étage, c'est souvent comme ça. ouais, c'est souvent ce qu'on trouve. Alors, c'est tout à fait possible. En fait, après, vous avez aujourd'hui des pompes à chaleur qui modulent la puissance parce que du coup, on va être sur des puissances qui seront différentes. On va avoir sans doute chez vous un rez-de-chaussée où on a un plancher chauffant qui a une température de départ qui va être de l'ordre de 35 degrés, 40, 35 degrés. Et on va avoir sans doute votre étage qui, du coup, est en haute température avec des radiateurs qui sont sans doute en acier ou en alu. Donc, fatalement, on va avoir un régime d'eau qui sera différent. Et dans ce cas-là, on va avoir des systèmes comme des systèmes de nourrice, en fait, où on va avoir un départ qui va partir directement vers le plancher chauffant à une température qui sera réduite. Et on va moduler, du coup, cette température avec une température plus haute pour votre étage. C'est tout à fait possible. Question aussi, bonne question. Quelles sont les conséquences pour le sol au-dessus d'un champ de capteurs horizontaux pour une PAC géothermale?
Ouais. Alors, en capteur du coup horizontal, donc comme on l'a dit tout à l'heure avec le plancher chauffant, entre guillemets, enfin, le plancher extérieur, l'impact qu'il peut y avoir, c'est un appauvrissement du sol. Parce que finalement, vous récupérez des calories sur le sol et donc fatalement, c'est d'autant moins de calories pour que du coup, vous ayez du coup de la végétation qui pousse. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir de l'herbe, vous pouvez tout à fait avoir de l'herbe, mais typiquement, on ne va pas planter forcément un verger au-dessus d'un plancher, enfin, des capteurs horizontaux, sans compter que finalement, on est à peu près à 50 centimètres en dessous du sol. Donc finalement, si vous avez un potager par-dessus, ça a besoin du coup d'énergie pour faire pousser vos fruits, vos légumes. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur endroit pour faire pousser du coup ce genre de choses. Donc, on préférera un terrain plutôt plat d'ailleurs, plutôt plat et sans trop de végétation ou de cailloux. Je crois que le ratio moyen, c'est à peu près 1,5 fois plus de surface de captage que de surface à Ouais, chauffer. ouais, une fois, 2 fois. C'est entre 1,5 et 2. Alors, question bois, puisque j'en ai parlé. Est-ce que les poêles mixtes sont étanches et est-ce qu'ils sont compatibles avec l'obtention du label BBC? Alors oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai pas parlé des poêles étanches. Du coup, c'est bien d'avoir cette question. Donc oui, hein, c'est tout à fait possible. Ils peuvent être étanches. Ils peuvent tout à fait être étanches. Encore faut-il du coup avoir une prise d'air qui donne sur l'extérieur. Ou par exemple, si vous êtes sur terre-plein et que vous avez directement votre poêle en plein milieu de la pièce, bah, finalement, ça va être compliqué de faire un poêle étanche, si ce n'est de faire un tubage où vous allez pouvoir, dans le tubage, prendre de l'air directement de l'extérieur et en souffler aussi par les émissions de fumée. L'avantage du poêle étanche, c'est que pour avoir une combustion, il vous faut de l'oxygène. Si vous n'avez pas un poêle étanche, ça veut dire que l'oxygène va être puisé dans la pièce où il est installé et donc ça va tirer sur votre ventilation ou sur vos prises d'air du coup de vos fenêtres ou sur tous les différents petits défauts de votre maison. Et finalement, ça va créer plus de déperdition. Si on prend l'air directement de l'extérieur, bah, globalement, on va avoir des déperditions qui seront moindres et des rendements qui seront meilleurs. Alors, comme il y a encore plusieurs questions et qu'on n'a pas encore attaqué la deuxième partie, on va essayer de faire, je vais te les poser rapidement, faire réponse rapide. Quid des cheminées à insert fermé bois ou granulé, voire mixte? Donc, c'est vrai que, bon, bah, oui, il y a d'autres systèmes, on ne les a pas tous présentés. Ah oui. Là, vraiment, ce qu'on a présenté, c'est les systèmes un peu généraux. Vous allez voir aussi dans la partie production de choses sanitaires, il y a plein d'autres systèmes. Ce sera peut-être l'occasion d'autres webinaires. On ne peut pas non plus tout présenter. Mais, Voilà, c'est peut-être pas les plus performants en chauffage bois, mais ça existe. mm. Quelles sont les gammes de prix pour les packs aéro et les packs géothermiques? Alors, la PAC en géothermie, ça va dépendre des capteurs, que ce soit horizontaux ou verticaux. Euh, On est sur des installations qui coûtent à peu près 20 000 euros, mais pour les packs en géothermie, ce qui va faire augmenter du coup la facture, ça va être les capteurs. Si vous avez des besoins qui sont extrêmement importants et que vous allez avoir un forage qui va se situer aux alentours de 80 mètres, 90 mètres, voire 100 mètres, forcément, ça va être un forage qui va vous coûter relativement cher, plus que si vous avez un forage à 50 mètres de profondeur parce que vous avez des besoins qui sont faibles. Donc, on a une part qui est une part du fonctionnement qui est 20 000 euros à peu près pour la pompe à chaleur. Et ensuite, on a tout le prix du forage. Pour la pompe à chaleur RO, on a du coup des installations qui peuvent être beaucoup moins chères. Donc, on est aux alentours entre 12, on commence à 12 et on termine à 20. Ensuite, ça va dépendre de la puissance que vous allez demander. Alors, une question sur la ressource bois. Bon, on pourrait en parler pendant une demi-heure, il va Ok, falloir ben, faire ça plus rapide. Y a-t-il des effets collatéraux sur l'environnement pour la collecte du bois de chauffage et est-ce qu'on maîtrise les circuits d'approvisionnement? Alors, j'ai envie de dire, si vous prenez votre bois en France, oui, parce que du coup, aujourd'hui, du coup, les forêts sont gérées de manière renouvelable. Après, si vous prenez votre bois d'un autre pays, ça, je ne saurais pas vous dire. Mais aujourd'hui, en France, oui, la ressource est durablement gérée. Voilà, on peut rajouter que bon, alors effectivement, il y a quelques cas. Je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous peut-être qui ont vu la dernière émission d'Hugo Clément où il y a certains cas où Oui. où on va être sur de la coupe rase, où là, clairement, ça ne sera pas durable et qu'effectivement, de toute façon, à partir du moment où on est sur de la monoculture, c'est quand même pas dans le sens du développement durable. Mais d'une manière générale, on a une surface de la forêt en France qui a tendance à progresser.
On a un accroissement naturel qui est vraiment important. Donc voilà, on a un potentiel bois très important en France, à condition que ça soit fait correctement. Le plus gros problème que vous allez avoir aujourd'hui sur la ressource bois, c'est le problème d'avoir du bois sec quand vous êtes sur du bois bûche. Et je suis bien placé pour vous en parler. Aujourd'hui, le marché des poêles à bois, des appareils performants est en train d'exploser. Il y a plein de gens qui se détournent du gaz, du fioul, de l'électrique, qui vont sur le bois. Et en fait, c'est très dur d'arriver à trouver du bois sec, d'où l'intérêt éventuellement de l'acheter en plus grande quantité, d'y rajouter un an de séchage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que chauffer avec une clim réversible, donc une pompe à chaleur, est plus économe qu'une chaudière gaz branchée sur VMC? Alors, chaudière gaz branchée sur VMC, je ne vois pas trop. On va dire chaudière gaz plus VMC peut-être. Peut-être. Alors, ça dépend. Ça dépend si. Alors, dans tous les cas, si vous avez une chaudière, chaudière gaz, ça veut dire que vous avez un système de chauffage central. Donc, on ne va pas forcément partir sur la pompe à chaleur RR, mais plus sur la pompe à chaleur RO, pour du coup continuer à garder ce système de chauffage central qui est beaucoup plus économique que faire une installation de pompe à chaleur RR. Après, si vous avez aujourd'hui une pompe à chaleur gaz condensation, c'est plus économique que de faire du coup de la pompe à chaleur RR, parce que d'autant plus qu'avec la pompe à chaleur RR, vous allez avoir des consommations qui vont être aussi l'été. Alors qu'aujourd'hui, avec votre chaudière gaz, vous ne faites pas de rafraîchissement, donc vous n'avez pas de surconsommation l'été. Mais bon, on partira plus sur la pompe à chaleur RO, du coup, pour continuer à garder ce système de chauffage central. Et dans ce cas-là, la pompe à chaleur RO, du coup, sera plus rentable pour votre maison que la chaudière gaz. Encore une fois, on part toujours d'un besoin en énergie. Si votre besoin en énergie est fort, ça veut dire que la pompe à chaleur va tirer plus va avoir besoin plus d'énergie. Et donc, dans ce cas-là, possiblement utiliser la résistance électrique plus souvent parce que vous avez des besoins qui sont importants. Alors, on va prendre deux dernières questions sur le chauffage. Est-ce que chauffer avec une… tac, tac, non, c'était celle-là suivante. La VMC double flux est-elle rentable par rapport à une simple flux en rénovation au vu de l'investissement? Ça, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est une question qui, en effet, revient souvent. Si vous avez isolé toute votre maison, vous avez une bonne étanchéité à l'air, vous avez des besoins qui sont relativement réduits, vous pouvez apposer un système de chauffage qui est adapté aux nouveaux besoins de votre maison. Finalement, il ne vous reste quoi comme déperdition? Il vous reste du coup toute la chaleur accumulée dans votre maison que vous allez extraire par vos bouches de soufflage, cuisine, salle de bain, WC. Donc, c'est aujourd'hui, on chauffe un air à 20 degrés qu'on va directement mettre à l'extérieur. Donc, j'ai envie de vous dire, si on parle d'un investissement à 2-3 ans, et en fait, il ne faut pas forcément réfléchir comme ça, mais un investissement à long terme, oui, la double flux, du coup, est intéressante, surtout quand on a un système de chauffage indépendant, comme le poêle à granulés, où finalement, la double flux va permettre un peu d'homogénéiser les températures dans votre maison. Et typiquement, vous passez peut-être de radiateurs électriques dans les pièces qui seraient les plus éloignées, du fait que vous avez un apport de chaleur par cette VMC double flux. Alors qu'auparavant, vous aviez du coup des grilles de ventilation dans vos fenêtres avec un air à 0 degré quand il fait 0 degré à l'extérieur, alors que là, vous avez préchauffé votre air avec du coup la VMC double flux. Donc, c'est un investissement à long terme. Alors, on a Patrice qui nous dit qu'il a un projet, donc un puits à 25 mètres de profondeur alimenté et qui souhaite installer une PAC eau couplée avec un plafond rayonnant hydraulique et de l'eau chaude sanitaire solaire. Il nous demande si le projet est viable. Alors, je vous avoue que là, c'est un peu technique. Pour ce genre de questions, ce serait bien du coup que cette personne du coup nous mette ses coordonnées. Et dans ce cas-là, ce serait aussi l'occasion, pourquoi pas, de prendre un rendez-vous pour pas. Là, c'est vraiment assez technique. J'aurai une réponse, mais qui va plus être adaptée uniquement à son projet. Donc, peut-être plus se prévoir un rendez-vous spécialisé pour parler de ce genre de système. Effectivement, on aura besoin d'un peu plus d'éléments et puis Voilà. voilà, vu le temps imparti, ça, on va pas vous faire une réponse au doigt mouillé. Voilà. Et puis, il nous reste encore beaucoup de choses à voir. Et du coup, on Tout à va fait. passer sur le show sanitaire. Je vais peut-être prendre la dernière question parce Oui. qu'elle peut quand même concerner des gens, parce qu'on est beaucoup axé maison. Mais Brigitte nous demande si pour un appartement, est-ce qu'on peut en rénovation mettre une pompe à chaleur RO et quel en est le coût? Alors, ça dépend si vous avez. Alors,
Oui, c'est possible en soi. Après, le coût va varier si vous avez un système de chauffage central. Est-ce que si vous n'avez pas de radiateur du tout dans votre maison, il va falloir du coup créer un système hydraulique et apposer du coup les radiateurs. Il va aussi falloir savoir si la copro, donc après, je ne sais pas si vous êtes en copro, mais si la copro autorise que vous mettiez du coup, parce que pour les pompes à chaleur, on a comme je vous montrais ici, tac, on a du coup un groupe extérieur. Donc, le groupe extérieur, d'ailleurs, à prendre en compte, s'il est apposé sur votre façade, il faudra du coup faire une déclaration préalable de travaux. Et ça, il faut savoir du coup si votre copropriété, si vous êtes en copro, autorise ce genre de système sur votre façade. Parfois, ce n'est pas le cas. Donc, ça, c'est après à demander. Après, dans les faits techniques, c'est possible. Eh ben, on va basculer sur l'eau chaude sanitaire. Allez, c'est parti. Du coup, petit flash sur l'eau chaude sanitaire. Donc, on va pas parler, il y a des énergies qu'on ne va pas parler. Hein, le chauffe-eau au gaz, on ne va pas forcément en parler. Le cumulus électrique, tout le monde le connaît, il n'y a pas grand-chose à dire. Je fais une petite aparté sur, là, je vais parler des systèmes indépendants d'eau chaude sanitaire. Vous pouvez tout à fait aussi, et on l'encourage fortement, à faire votre eau chaude sanitaire avec votre système de chauffage central. Donc, c'est aujourd'hui, si vous avez une chaudière gaz, faire du coup votre eau chaude avec le gaz, avec votre granulé, avec n'importe quelle énergie. Ça peut être avantageux dans le sens où si demain vous investissez dans une chaudière granulée, faire votre eau chaude avec du coup votre chaudière granulée vous permet de faire de l'eau chaude sanitaire avec une énergie qui est peu chère, d'avoir simplement un seul et même équipement pour faire chauffage et eau chaude sanitaire, donc moins d'entretien, une seule personne pour venir entretenir en même temps les deux systèmes, donc ça peut être aussi avantageux. Mais du coup, là, on fera vraiment, encore une fois, on ne peut pas parler de tous les systèmes, donc je vais surtout parler du solaire et du thermodynamique dans ce webinaire. Donc, on va commencer du coup par le chauffe-eau solaire individuel. Donc, le principe est relativement simple, ça ressemble du coup au chauffage solaire combiné qu'on a vu juste avant. Le principe, c'est que vous avez du coup les panneaux solaires du coup, qui se situent. Donc, on est bien en thermique et pas en photovoltaïque. On a les panneaux solaires sur la toiture qui, du coup, captent l'énergie du soleil, qui va du coup réchauffer un fluide caloporteur qui va se situer dans ce réseau-ci. Ici, on est en boucle fermée, donc en fait, on n'a pas d'entrée. Hein. On a du coup un fluide caloporteur qui va circuler de part et d'autre dans ce système-ci, qui va réchauffer notre ballon. Donc, le ballon est adapté en fonction du ménage. À titre d'exemple, pour 4 personnes, on va être sur un ballon de 200 litres. 200 litres, on estime après la consommation de 50 litres d'eau chaude par personne. Donc, 200 litres, c'est parfait. Et ensuite, on va quand même avoir besoin d'un appoint dans les jours où on n'aura pas assez de soleil. On estime à peu près la part d'autoconsommation avec ce genre de système qui va de 50 à 70% d'énergie par le soleil. Le reste sera effectué par l'appoint. Donc, c'est un système qui, du coup, peut être implanté, donc inclinaison optimale à 45 degrés. On a déjà vu des projets avec une inclinaison à 90 degrés. Pourquoi? Parce que finalement, l'été, vous allez capter le maximum d'énergie avec une inclinaison qui soit à 45 degrés. Mais par contre, l'hiver, vous allez avoir un soleil qui est un peu plus rasant. Et finalement, plus on va avoir un panneau qui sera incliné, plus on va pouvoir capter du coup les calories du coup émises par le soleil avec un soleil rasant, donc plus en hiver du coup. On a un investissement qui est de l'ordre de 1 000 à 1 400 euros par capteur. On estime que pour une personne, il faut 1 mètre carré de capteur. Donc après, faites le calcul. Pour 4 personnes, on est environ à 5 000 euros d'investissement. Donc, ça comprend, donc c'est toujours fourni, posé. Hein. Ça comprend aussi le ballon tampon, l'appoint qui peut être électrique avec une résistance électrique directement mise à l'intérieur ou l'appoint qui peut être aussi votre chaudière actuelle. Donc, ça peut être connecté directement à votre chaudière. Il y a des contraintes forcément sur ce genre d'installation. Alors, c'est besoin d'un appoint qui va être assez minime. On l'a dit tout à l'heure, entre 50 et 70% d'énergie captée grâce au soleil. Le reste fait par l'appoint. On a une implantation, donc ce n'est pas forcément adapté à toutes les maisons quand on n'est pas bien exposé, quand on a un arbre devant. Donc, voilà. Et on a une surchauffe de l'installation. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur un réseau qui est fermé.
Si demain, du coup, vous partez pendant une semaine en vacances, vous allez du coup avoir une montée de température. Pourquoi? Parce que vous avez le fluide qui circule à l'intérieur, qui ne va pas s'arrêter de circuler. Et donc, vous avez le soleil qui va monter en température ce fluide. Sauf que ici, votre ballon, vous n'êtes pas chez vous, donc vous ne prenez pas de douche. Donc, ce ballon, il est à température, il est à 60 degrés. Vous ne prenez pas de douche, du coup, il reste à 60 degrés, sauf qu'ici, on a toujours le fluide qui circule, et donc votre ballon, eh ben, il va emmagasiner de l'énergie, il va monter, 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 et il y a des problèmes, enfin, il y a des risques de surchauffe. Alors, ça peut totalement être comblé avec des systèmes qu'on appelle le système auto-vidangeable, où en fait, sur cette partie-ci, on va avoir une forme de bouteille, où on va avoir une vanne qui sera commandée par une sonde de température branchée directement dans le ballon. Et en fait, si vous voulez, une fois que le ballon est arrivé à température, donc imaginons 60, 70, 80 degrés, on va avoir cette petite vanne qui va s'ouvrir et tout le fluide qui est dans ce réseau fermé va être intégré dans cette bouteille. Et donc là, on aura beau chauffer le panneau avec le soleil, finalement, le fluide ne va plus monter en température parce qu'il va se situer dans cette petite bouteille-ci. Demain, vous revenez chez vous, vous prenez votre douche, la température du ballon baisse. On a une petite vanne ici qui est alimentée du coup par du coup un petit câble avec une sonde de température dans votre ballon. On lui dit « Ok, c'est bon, la température du ballon est réduite, on va réouvrir la vanne. » Donc, la vanne se réouvre et donc là, on va libérer le fluide qui va repasser à l'intérieur de ce circuit-ci pour du coup être réchauffé par le soleil et remonter le ballon en température. Ça, c'est un système qui est vraiment important pour ce type d'installation et ça vous permettra d'éviter les surchauffes et de possibles problèmes par la suite. Ça, c'était pour tout ce qui était partie chauffe-eau solaire individuel. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être chauffe-eau thermodynamique. On va avoir trois procédés pour le thermodynamique. Le premier, ça va être sur l'air extérieur. On va du coup avoir un groupe extérieur et du coup le ballon à l'intérieur. Le groupe extérieur peut aussi être accolé directement au ballon, hein, où vous avez du coup une prise extérieure et du coup soufflage vers l'extérieur aussi. L'avantage de ce système-ci, c'est que c'est assez facile d'installer, c'est peu encombrant. En revanche, on a, comme pour les pompes à chaleur, c'est le même principe. On récupère des calories extérieures pour les transmettre au ballon d'eau chaude. Si on a une température extrêmement basse, bah, finalement, on ne va pas récupérer assez de calories et donc on aura toujours une résistance électrique qui va prendre le relais. Donc ça peut être relativement dérangeant si on est dans des endroits où il fait extrêmement froid, où on ne va pas réussir à récupérer assez de calories. Dans tous les cas, on a des consommations électriques avec ce genre de système qui sont moindres qu'avec un cumulus électrique, mais on a quand même des consommations. Et oui, en effet, du coup, on peut avoir une certaine nuisance sonore en fonction de l'implantation de cette unité extérieure. Deuxième système, donc toujours le chauffe-eau thermodynamique, mais là, on est sur air extrait. Donc, j'ai envie de dire, c'est un des meilleurs systèmes. Ici, on a votre VMC simple flux. Normalement, dans la plupart des maisons, votre VMC simple flux, ensuite, on la jette directement vers l'extérieur. Donc, ça, c'est de l'air qui est chauffé. Donc là, on a du coup un air chauffé qui est de l'ordre de 19-20 degrés. Au lieu de chasser directement à l'extérieur, il va passer dans ce ballon thermodynamique. Il va céder son air chaud au ballon pour ensuite cracher de l'air frais à l'extérieur. Et donc, dans ce cas-là, ça aura du coup réchauffé l'eau chaude de votre ballon. Donc, on a l'inconvénient, enfin l'avantage, du coup, je voulais expliquer. On a forcément des performances qui sont bien mieux que sur l'air extérieur. On a les inconvénients, c'est pas adapté à toutes les maisons. En rénovation, ça peut paraître un peu compliqué quand on a déjà le système de ventilation qui passe pas forcément à côté du local technique où on pourrait installer le chauffe-eau. Donc, fatalement, niveau raccordement, ça peut être un peu compliqué. Et en effet, on a des débits d'air qui doivent correspondre du coup aux caractéristiques du ballon pour récupérer assez d'énergie. Troisième système, on va avoir le chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant. Donc là, on va prendre des calories directement sur l'air intérieur de la maison. On va préférer du coup prendre des calories sur un espace non chauffé, donc qui soit à température entre guillemets ambiante. Donc ici, on a un garage. Pourquoi on ne va pas prendre directement dans votre domicile? Parce qu'en fait, ça reviendrait du coup à prendre la chaleur de votre domicile et recracher de l'air froid. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, on récupérait de l'air chaud, mais on le crachait directement à l'extérieur. Ici, on va prendre de l'air chaud de l'intérieur
qu'on va redistribuer à l'intérieur toujours, mais il aura perdu de sa chaleur. Donc, ce n'est pas très grave si on est dans un local qui est non chauffé. En revanche, du coup, ça rafraîchit vraiment ce local-ci. Donc, encore une fois, si c'est un garage, ce n'est pas très, très grave. L'avantage, c'est que vous avez une facilité d'installation et qu'on a une source froide ici qui est relativement constante l'année. J'en ai terminé du coup pour la production d'eau chaude sanitaire. Donc, on avait surtout présenté deux gros systèmes, le chauffe-eau solaire et du coup le chauffe-eau thermodynamique. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire une petite simulation d'installation de systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire avec notre logiciel Thermix. Donc ça, vous aurez l'occasion, si vous revenez vers nous, qu'on fasse du coup ce genre de simulation adaptée à vos besoins. L'objectif un peu, c'est de voir par rapport à un logement dit standard, ce qu'on pourrait apposer comme terme de solution pour changer votre système actuel de chauffage par rapport aux déperditions de votre maison. Donc, c'est un logiciel où on va comparer quatre solutions différentes avec des systèmes différents. Et l'objectif étant de, par rapport aux résultats qu'on aura de cette simulation, de voir lequel est le plus adapté à votre logement. Donc là, on est sur un exemple où on aurait une maison individuelle. On serait 4 dans cette maison avec un besoin de chauffage de 15 000 kWh par an et des besoins d'eau chaude de 3 000 kWh. Pour les besoins d'eau chaude, c'est relativement simple. On est à 750 kWh par personne par an. Donc là, on est 4, donc ça nous fait 3 000 kWh par an. Pour les besoins de chauffage, donc là, ça représente… Donc les besoins de chauffage, ce n'est pas forcément votre consommation. Votre consommation, c'est ce que vous allez payer au niveau de votre facture. Les besoins de chauffage, ça va être du coup les besoins de votre production pour combattre les déperditions de votre maison. Pour avoir du coup votre consommation, on va multiplier ce besoin par le rendement de votre installation. Ici, on a pris un rendement à 70% qui va correspondre au rendement de la production de chaleur et de la distribution. Donc ici, dans cet exemple-ci, on serait sur une maison qui serait relativement faiblement isolée, d'environ 120 mètres carrés. Et pour vous situer un peu sur la classe énergétique, donc du diagnostic de performance énergétique, on aurait la classe D, par exemple. Donc, l'objectif, c'est de faire cette simulation avec un investissement et de voir, du coup, entre guillemets, les différentes courbes sur 20 ans. Parce que quand on investit dans un système de chauffage, on s'attend à ce qu'il tienne au moins 20 ans. Donc là, je vous présente du coup les 4 solutions. Donc, on part d'un principe qu'aujourd'hui, vous avez une chaudière gaz standard. Il faut que vous changez du coup cette chaudière gaz parce que elle ne fonctionne plus, elle est très vieille. Donc, il va falloir du coup changer ce système. Solution 1, on reste du coup sur de la gaz condensation, ce qui est actuellement peut-être pas forcément la meilleure des solutions, mais vous êtes raccordé au gaz, on reste sur de la gaz. Gaz condensation cumulé avec un poêle à granulés pour quand il va faire extrêmement froid dans votre maison ou même en demi-saison pour limiter l'utilisation du gaz, étant donné que c'est une énergie qui est relativement chère, et production d'eau chaude sanitaire avec du coup la chaudière gaz condensation. Deuxième solution, gaz condensation plus le solaire combiné que je vous ai présenté tout à l'heure. Et pour l'eau chaude sanitaire, on sera pareil sur la gaz condensation plus le solaire combiné. Troisième solution, pompe à chaleur RO et production de CS chauffe-eau thermodynamique. Pourquoi on n'a pas mis du coup la production de chaude sanitaire avec la pompe à chaleur RO? Tout à fait possible. Simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va avoir de meilleurs rendements avec la pompe à chaleur RO en basse température. Et fatalement, si vous demandez de faire de l'eau chaude sanitaire en haute température, on va un peu dégrader les rendements. On préférera avoir 2 systèmes, un système pour la production de chauffage et un système pour le chaude sanitaire. Et quatrième solution, on va être sur la chaudière granulée et production d'eau chaude sanitaire avec cette chaudière granulée. Une fois qu'on rentre du coup ces 4 solutions dans le système, dans le logiciel Thermix, on va du coup avoir des résultats qui vont être du coup sur 20 ans. Je vous les présente tout de suite, ces résultats. Donc, on est parti du principe qu'on avait 15 000 kWh en consommation de chauffage, 3 000 kWh en consommation d'eau chaude sanitaire. Donc, je vais vous réexpliquer un peu les 4 solutions parce que vous ne les avez pas. Donc, solution 1, solution 2, solution 3, solution 4. Donc, je vais toutes les balayer. Ce qu'on va pouvoir voir en marron, ça va être tout le coût d'énergie. Pour la solution 1, on est sur la chaudière gaz condensation avec poêle à granulés. Donc, on va avoir des consommations qui peuvent être relativement importantes. Le orange, ça va être
tout l'entretien, donc c'est annualisé, hein, c'est annualisé cet entretien, et la partie verte, ça va être tout l'investissement. À prendre en compte qu'on ne l'a pas évoqué, mais ça, c'est sans les aides. Vous avez des aides financières adaptées du coup à votre revenu. Si on déduit du coup les aides financières, fatalement, les courbes sont relativement différentes. Dans cette simulation, on a pris en compte, bien entendu, l'augmentation du coût de l'énergie. Par rapport au premier graphe que je vous avais montré, on avait du coup l'augmentation du prix de l'énergie. Ces prix de l'énergie sont pris en compte dans cette simulation-ci. Donc, fatalement, si on joue un peu avec les chiffres, si on fait augmenter le gaz, fatalement, le coût de l'énergie ici va augmenter. Deuxième solution, on est avec la gaz condensation solaire combinée. Donc, on voit que finalement, sur 20 ans, on est quand même plus rentable, même si on a un investissement qui est plus important, on est quand même plus rentable sur 20 ans. Pourquoi? C'est l'apport du solaire combiné, qui est entre guillemets une énergie gratuite. Troisième solution, on est sur la pompe à chaleur RO avec le chauffe-eau thermodynamique sur air extérieur. Donc là, on a une part quand même de consommation qui est relativement importante, de coût d'énergie qui est relativement importante. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez un peu du graphique que je vous ai présenté tout à l'heure, l'électricité, c'est l'énergie la plus chère du marché actuellement. Donc là, on est en tout électrique. On a un investissement qui est relativement similaire à la deuxième solution. Et troisième solution, où là, du coup, il y a écrit production de chaleur renouvelable, encore une fois, parce que si on prend du coup des granulés dans notre secteur, hein, on est sur une chaleur qui du coup est renouvelable. On a un investissement qui est, il me semble, un peu le plus cher de tous, mais avec un prix d'énergie qui est relativement faible et donc du coup des consommations qui le sont. Donc finalement, là, ce qu'on peut voir, alors c'est par rapport à un exemple, par rapport à un besoin, par rapport à une famille. Donc finalement, il y a pas de… Chaque système va correspondre à un besoin particulier. Il n'y a pas un système pour tout le monde, donc ça va vraiment s'adapter à la typologie de votre logement, à vos consommations, au nombre de personnes que vous êtes à l'intérieur de votre ménage. Donc ça, on pourra aussi le voir plus tard et faire des simulations par rapport à vos habitudes de vie et vos consommations. Finalement, ce qu'on peut observer ici, c'est que ici, on est sur une énergie fossile qui serait relativement similaire à une énergie renouvelable en termes d'investissement sur 20 ans. On va savoir que même si vous avez des petites variations de prix, il faut relativiser et remettre ça sur l'échelle qui est de 20 ans finalement. Et encore une fois, ici, même si l'investissement ne baissera pas, plus vous allez isoler votre maison, plus vous ferez baisser la part d'énergie et donc meilleurs seront les courbes. Donc ça, c'est pour un peu le bilan financier. On ne va pas oublier non plus qu'il y a l'objectif aussi, on a aussi des objectifs de bilan entre guillemets environnemental où l'objectif est quand même de réduire nos émanations. Et du coup, ici, on voit toujours le bilan de chaleur renouvelable, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, avec du coup la chaudière bois granulée, où on a une production d'énergie renouvelable qui est plus importante que les autres solutions. Il y a une justification qui va se faire du coup pour la solution 3. Solution 3, on est en tout électrique, donc si on pourrait du coup avoir une petite partie d'énergie renouvelable, ce qui n'a pas du coup tout été inscrit dans le schéma. Et ici, on va avoir du coup cette part-ci, ça va être la solution 1 avec le poêle à granulés, donc le bois du coup qui fait cette part-ci. Et là, on va avoir le solaire combiné. Donc ça, c'est toute l'énergie solaire. Le but étant, d'une part, oui, certes, de faire baisser vos consommations afin de faire des économies d'énergie et donc une baisse de vos factures. C'est aussi, du coup, l'objectif, c'est de diviser par 4 notre niveau d'émanation d'ici 2050 pour, du coup, réduire le réchauffement climatique. C'est un peu aussi le but de tout ce qu'on a dit, d'isoler, système de ventilation, système de chauffage. Voilà, on en revient toujours au même principe, le but étant de réduire nos émanations. Ce logiciel Thermix, du coup, peut être effectué si vous prenez des rendez-vous avec nous pour comparer les différents systèmes de chauffage. On pourra faire des simulations adaptées à vos besoins. Maintenant, une fois que du coup, on a choisi notre système de chauffage, et du coup, on va avoir besoin d'installateurs pour les installer, justement. Et pour avoir accès aux aides financières, il faut avoir des installateurs qui sont certifiés RGE, donc reconnus garants de l'environnement. Et pour ce faire, vous pouvez du coup aller sur le site de la plateforme du coup France Rénov', pour du coup trouver tous les professionnels qui sont qualifiés RGE aux alentours de chez vous.
donc ou 5 ou 20 km autour de chez vous. Pour votre poste de travaux. Vous sélectionnez votre poste de travaux, le rayon, votre localisation et vous trouvez tous les professionnels RGE qui peuvent du coup intervenir chez vous pour les travaux que vous avez souhaités. Maintenant, si vous souhaitez du coup partir plus dans une rénovation globale et performante, donc comme on l'a dit tout à l'heure, comme Sylvain vous l'a énoncé, hein, on a la rénovation étape par étape qui n'amène pas forcément à des résultats très probants. Et on va avoir du coup la rénovation globale et performante en 1 voire 2 étapes maximum. Et ici, on a toute une liste de professionnels. Donc ça, c'est sur notre site, hein. C'est le site Espace Info Énergie du Rhône, donc notre site à nous, où du coup, on a référencé tous les professionnels de la rénovation énergétique globale et performante, que ce soit des architectes, des bureaux d'études, des groupements d'entreprises qui interviennent directement chez vous pour vous faire une offre globale de différents postes de travaux. Ou bien même du coup des partenariats avec des banques, etc. Donc, vous pourrez trouver tous les professionnels sur ce site-ci. Maintenant, fatalement, une fois qu'on a trouvé les artisans, on va aussi s'intéresser aux aides financières. Bien prendre en compte que les devis les aides financières sont à demander avant signature des devis. Je ne vais pas forcément m'attarder sur cette diapo-ci. On a effectué un webinaire il y a de cela à peu près un mois, je crois. À peu près un mois, c'est ça, hein? Oui. Ouais. On ne va même pas du tout s'attarder sur celle-là parce que ça pourrait prendre 1 heure et demie juste sur les aides et puis il va être temps de conclure. On a encore 2-3 questions qui arrivent. Ouais. Là, voilà, il Donc, y a possibilité de consulter le replay du webinaire spécifique sur les aides financières. Hop, et du coup, on va partir du coup avant-dernière diapo et pour vous dire que finalement, on est présent sur tout le territoire. Vous pouvez du coup tout à fait nous contacter, que ce soit du coup via notre site, juste ici ou via notre mail pour convenir d'un rendez-vous et qu'on parle directement de votre projet. Sans oublier qu'on a aussi la sensible. Là, je vais te laisser du coup présenter Sylvain du coup toute la sensible. Ouais, alors c'est quelques événements parmi les nombreux qu'on va faire au premier semestre. Il y en aura d'autres, mais je vous ai mis les principaux et notamment ceux qui arrivent incessamment sous peu pour certains d'entre eux, en tout cas pour le premier. Je viens de recevoir à l'instant la photo de notre stand qui vient d'être monté à la foire de Lyon. Donc, pour les gens qui s'y rendent, passez faire un tour sur le stand de l'Allée Clion, donc sur la partie habitat de la foire de Lyon. Les collègues justement de la LTE, vous serez vous sur le salon Maison Passion du 21 au 22 avril à Villefranche. Après, sur votre territoire, donc vous avez le 26 mars une visite d'une ancienne ferme en cours de rénovation performante à Échalas. Le 2 avril, la visite d'une installation solaire photovoltaïque à Messimy. Donc, nous, on est en train aussi de mettre en place des visites de sites. De toute façon, tout sera mis sur l'agenda du site de l'Agence locale de l'énergie. On aura des soirées aussi primaire bois, on aura pas mal d'événements. Et puis, je vous ai mis la date du prochain webinaire, de la prochaine conférence à la maison sous le même format que ce soir et qui traitera le 12 mai du confort d'été. Après, rendez-vous sur les sites de nos 2 structures et vous aurez beaucoup plus encore d'événements sur lesquels vous pourrez nous rencontrer et avoir plus d'informations. On va prendre les 2 questions, 2 ou 3 questions que j'ai vues passer avant de conclure. La durée de vie d'une pompe à chaleur RR ou RO? Alors, je dirais que la durée de vie va dépendre de l'utilisation que vous en avez. On observe quand même qu'on a une durée de vie qui est un peu moins importante qu'une chaudière à combustion. On serait plus aux alentours d'une quinzaine d'années à peu près. Encore une fois, si vous avez du bi-énergie avec votre système de pompe à chaleur plus un autre système en appoint avec une autre énergie, vous allez soulager votre système de chauffage central et donc dans ce cas-là, la préserver le plus longtemps possible. On serait aux alentours d'une quinzaine d'années. Après, encore une fois, vous pouvez très bien avoir une pompe à chaleur qui va vous lâcher au bout de 10 ans et une autre qui va tenir 20 ans. Donc, Alors, une petite dernière pour la route. Comment estimer la consommation d'un chauffe-eau électrique et d'un chauffe-eau thermodynamique pour pouvoir comparer les deux? Alors, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Alors, comment estimer la consommation d'un chauffe-eau électrique et d'un chauffe-eau thermodynamique pour pouvoir comparer les deux? De toute façon, un chauffe-eau thermodynamique consommera toujours moins. Alors, le chauffe-eau thermodynamique consommera toujours moins. Après, il consommera moins parce que du coup, il va récupérer des calories sur l'air extérieur.
il va récupérer des calories sur l'air extérieur. Donc, à ce moment-là, il va utiliser beaucoup moins d'électricité qu'un cumulus électrique. Cependant, le nombre de calories qu'il va puiser à l'extérieur, du coup, bah, ça dépend de la température extérieure. Et du coup, bah, ça va dépendre du mois, ça va dépendre de la journée, ça va dépendre de plein de choses. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que votre besoin, que ce soit du coup un cumulus électrique ou un chauffe-eau thermodynamique, lui, il sera le même. Donc, on l'a dit tout à l'heure, 750 kWh par personne par an. Après, différencier les deux, ça va être compliqué. On peut le voir par rapport à des factures, mais vous ferez forcément des économies d'énergie avec un chauffe-eau thermodynamique parce qu'il y a une part que vous allez récupérer sur l'air extérieur, tandis que le cumulus électrique, là, on n'a que la résistance électrique. Mais je ne peux pas aujourd'hui vous dire du coup la différence globale entre les deux. Et puis une dernière, Martin qui nous demande une combinaison chauffe-eau solaire et chaudière granulée bois ou mixte est-elle possible? Eh bien, oui. Totalement, totalement. C'est vrai que là, dans la simulation, on ne l'a pas mis. Je voulais la mettre au départ et finalement, je ne l'ai pas mise parce que je n'avais pas déjà du solaire combiné. Alors, c'est tout à fait faisable, hein, c'est tout à fait faisable. Et là, du coup, vous êtes en 100% énergie renouvelable, donc soit avec le solaire et du coup le granulé. Donc, c'est tout à fait possible. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le système de chauffage solaire ou de chauffe-eau solaire peut être du coup raccordé à n'importe quel type de chaudière, soit chaudière gaz, chaudière fuel, chaudière granulée. Donc, c'est tout à fait possible d'envisager ce genre d'installation. Eh bien, merci beaucoup. On a bien atteint le temps imparti. Possible de récupérer les slides. On fera en sorte de toute façon d'envoyer le lien vers le replay pour éventuellement aussi le diaporama donc à tous les gens qui étaient inscrits ce soir, y compris ceux qui n'étaient pas présents mais qui consulteront le replay. Donc, dans les prochains jours, vous recevrez ça par mail. Voilà, en tout cas, moi, je dis un grand merci à Geoffrey. C'était sa première. Il s'en est très bien sorti. Merci. Et puis, pour plus d'infos, on ne le répétera jamais assez souvent, mais prenez rendez-vous avec nos conseillers et on pourra rentrer dans vos projets plus en détail. Exactement. Eh ben, merci à toi, Sylvain. Bonne soirée, au plaisir. Au revoir.